à tous, bienvenue pour cette webconférence qui a pour thème quelle place pour le développement durable dans la supply chain. Alors nous allons voir tout au long de cette heure comment les entreprises mettent en place leur stratégie de développement durable et comment cette stratégie peut impacter sur la supply chain, mais sur la supply chain dans son ensemble, dans sa globalité, et comment les acteurs qui apportent des solutions répondent à ces impératifs. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un panel d'experts. Je vais leur demander de bien vouloir se présenter, en commençant par Adeline. Bonjour, donc Adeline Bray, manager chez Sitwell et également responsable de l'offre Supply Chain Durable. Pour ceux qui ne connaissent pas Sitwell, donc nous sommes un cabinet de conseil donc spécialisé sur les opérations et la supply chain et nous accompagnons donc des entreprises de toute taille sur différents secteurs, aussi bien pour traiter donc de la distribution, mais des sujets plus en amont tels que le SNOP ou également les opérations et la fabrication. Merci Adeline. Mathilde. Donc, bonjour à tous, Mathilde Livry, je suis consultante solutions chez Manhattan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Manhattan, c'est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles pour l'optimisation de la supply chain, le commerce omnicanal. Donc on traite des problématiques d'optimisation d'entrepôt et gestion du transport. Voilà. Merci. Guillaume. Bonjour, Guillaume Détouche, associé chez Diagma. Diagma va fêter ses 50 ans en supply chain cette année, et moi mes 10 ans chez Diagma. Donc je n'ai pas les 50 ans d'expérience de Diagma, mais Diagma, en fait, on est spécialisé sur la supply chain, on traite de la partie network design, de la partie pilotage des flux et de la partie entrepôt, et on considère que le développement durable en fait, est une composante des 3 domaines. Donc on va en reparler. Bien sûr. Benjamin. Bonjour à tous, Benjamin Debuté, je suis le cofondateur et directeur général de DC Brain. DC Brain, en quelques mots, on est un éditeur de logiciels en SaaS. On propose un logiciel qui permet de faire de l'optimisation de flux de transport à destination des planificateurs de transport, qu'ils soient chez des transporteurs ou chez des chargeurs. Et évidemment, quand on parle d'optimisation, on pense au RSE, au développement durable et à la baisse des émissions CO2. Merci. Clémence. Bonjour à tous, je suis Clémence Levent, la directrice d'Ethio Green Insight, la filiale dédiée aux métiers et aux enjeux du développement durable au sein du groupe Ethio. Alors Ethio, nous on est une société de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage structurée autour des 3 métiers qui vont faire écho à la thématique d'aujourd'hui, l'immobilier, les solutions logistiques et le développement durable. Merci. Et enfin Walter. Bonjour à tous, donc Walter Arduzi, responsable des ventes et du marketing au sein de MyTower. Donc MyTower, une société qui a 2 spécificités. Avoir une plateforme qui va couvrir, 1, l'optimisation du transport au travers de son activité TMS, et 2, tout ce qui est régulation du commerce international, et en particulier une problématique dont on commence à parler de plus en plus souvent, qui est la problématique des douanes. Et tout ce qui concerne la compliance aussi. Et tout ce qui concerne régulation et compliance, absolument. Parfait. Alors, le développement durable, on en parle de plus en plus. Je le rappelais tout à l'heure, ça fait vraiment maintenant partie intégrante des stratégies d'entreprise. Pour autant, on en parle, mais est-ce que réellement ça passe? Est-ce que c'est vraiment une priorité? C'est même ma première question. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les entreprises en font une priorité, ou est-ce que les aspects économiques sont encore prédominants par rapport aux stratégies d'entreprise? Peut-être pour commencer... Un cabinet conseil, Adeline. Alors, je vais faire un peu une réponse de Normand. Oui et non. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui ont compris qu'ils devaient gérer en fait des enjeux assez structurants pour eux et qui ont compris qu'en fait, il n'y avait pas d'antinomie entre l'économie et l'écologie. Donc aujourd'hui, c'est dans leur priorité. Et ils suivent, on en parlera après au sein de la mesure, mais ils suivent un nombre d'indicateurs financiers et également des indicateurs écologiques. Et pour certaines entreprises, d'autres n'ont pas encore compris en fait tous les enjeux qu'ils avaient à gagner, à aborder en fait ces sujets-là et à les traiter correctement, et surtout que ça pouvait être vecteur de valeur ajoutée et d'économie, notamment à travers la gestion des risques aujourd'hui. On voit bien à travers justement les disruptions qu'on peut avoir dans les différentes supply chains qui ont un coût, qui ont un impact assez important. Et donc c'est aussi important d'identifier en fait ces risques, de les estimer pour pouvoir derrière correctement calculer les gains qu'on peut avoir à intégrer en fait le développement durable. Guillaume, c'est votre analyse aussi? Il n'y a pas un peu de greenwashing dans les discours des entreprises?
Je pense qu'il y avait beaucoup de greenwashing et que maintenant la législation et aussi l'engagement des directions fait que ça change. Oui. Et donc à ce titre-là, effectivement, ces engagements net zéro, on travaille beaucoup, par exemple, avec un grand acteur des télécoms. Il y a un engagement très fort pour la réutilisation de matériel, pour le réinstaller sur le réseau, sur d'autres réseaux, pour éviter de jeter des cartes électroniques. Et donc tous ces engagements, finalement, après, redescendent au niveau opérationnel. Alors, chez certains clients, le directeur supply chain, on lui demande de diviser par 2 son empreinte carbone camion. Ce n'est pas forcément évident de trouver des solutions. Mais nous, notre sentiment, c'est qu'il faut regarder effectivement l'ensemble de l'empreinte, l'ensemble des consommations des ressources naturelles par l'entreprise, par les produits, pas simplement le packaging. Mais effectivement, et comment les réduire. Et là, ça fait écho à des supply chains circulaires qui ouvrent la voie à des nouvelles supply chains assez intéressantes à développer. Alors, il y a beaucoup de choses quand on parle effectivement de développement durable. Par quoi il faut commencer ? Comment on s'y prend d'un point de vue méthodologique ? Alors, normalement, on commence déjà par mesurer. Ouais. Alors, il y a cette classification des scopes qui est assez utile pour savoir d'où vient la consommation en carbone. Est-ce que c'est sur scope 1, scope 2, scope 3, voire scope 4, qui est en fait l'évitement. On travaille avec un acteur dans le bâtiment, et notamment un isolant. Son empreinte carbone de fabrication est récupérée après 3 mois d'utilisation. Donc c'est cette vision globale qui est assez intéressante, et donc là ça se rapproche plus du cycle produit, mais aussi est-ce que les entreprises vont avoir une politique d'encourager des produits plus écologiques que d'autres. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent le marketing qui reprend l'image des produits pour les vendre plus cher, alors que potentiellement ils sont écologiquement plus intéressants. Même avec les aides, on sait que dès qu'il y a des aides, le prix des produits augmente. Et là, il y a vraiment un changement à inscrire pour que les produits les plus écologiques faits par les entreprises, et notamment dans le génie climatique, soient mieux poussés par le marché. Adeline, comment on fait pour établir un diagnostic ? Quels sont les leviers prioritaires sur lesquels on peut agir pour véritablement s'inscrire dans une démarche de développement durable ? Alors, comme justement on l'a précisé, la première étape, c'est de se mesurer, c'est-à-dire faire un état des lieux de quelles sont les pratiques, de comprendre en fait l'existant, de se mesurer. Et parfois, on a des surprises justement en fonction en fait de son secteur, de son produit, est-ce qu'on a intégré ou pas la supply chain dans l'entreprise, ou au contraire est-ce qu'elle est externalisée. On découvre des choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre est-ce qu'aujourd'hui l'impact va être beaucoup plus en amont. Et donc, en effet, là, il faut vraiment réfléchir à l'éco-conception et ensuite intégrer la circularité. Donc là, c'est important d'avoir cette réflexion-là. Et si on est plus sur l'aval, en effet, de regarder sur sa distribution pour également aller optimiser justement du transport, où là, on sait qu'on va avoir des gros enjeux. Donc la mesure pour clairement identifier quels sont les plus gros émetteurs de carbone sur sa chaîne de valeur, pour ensuite aller cibler les différentes actions. La mesure, merci Adeline, la mesure, c'est effectivement quelque chose qu'on vous demande quand on vient voir DC Brain. Est-ce que vos clients vous disent voilà, moi je voudrais agir, mais pour commencer à agir, je voudrais savoir un petit peu de quelle manière je peux m'y prendre ? Alors effectivement, nous, DC Brain, on propose un outil qui permet d'optimiser les plans de transport, les opérations de transport. Je rappelle juste un chiffre, les opérations de transport de marchandises, c'est 10% des émissions CO2 de la France. C'est un enjeu considérable, et toutes les entreprises, qu'elles soient transporteurs ou chargeurs, aujourd'hui s'intéressent à ce sujet-là. Elles n'ont pas vraiment le choix, il y a des objectifs assez clairs pour 2030 et 2050 au niveau de l'Europe et de la France. Et effectivement, la première étape, c'est mesurer ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire l'état des lieux des émissions CO2 pour l'ensemble des opérations de transport, par client, par tronçon, par point de livraison. Et puis, une fois qu'on a cette baseline, on peut aller travailler des scénarios d'optimisation avec différents leviers, changement de carburant, changement de moyens de transport, multimodal, massification, optimisation. Voilà, il y a des leviers, mais il faut commencer par mesurer. Oui. Walter, pareil ? Pareil. Effectivement, c'est dans ce qui a été dit, je pense que c'est un élément, une prise de conscience en fait collectif. Je pense que tout le monde en est parfaitement conscient. Après, c'est les moyens
adapter les moyens et être en capacité de pouvoir répondre en fait à ces objectifs de décarbonation, c'est quelque chose de compliqué, quelle que soit la taille des entreprises. Et puis enfin, pour finir ce tour de table, Ethio, donc, parce que vous êtes à la fois conseil et apporteur de solutions, c'est ça que j'ai... Alors pas apporteur de solutions, mais on va vraiment être conseil et assistant à maîtrise d'ouvrage, donc de manière indépendante, puisque c'est un cabinet indépendant, on va prescrire les meilleures solutions qui vont pouvoir être mises en place de manière opérationnelle tout au long de la supply. Et pour revenir sur les différents sujets, je suis en accord avec tout ce qui s'est dit. Le développement durable, aujourd'hui, c'est des incitations réglementaires qui commencent à arriver, qui sont en constante évolution, mais avant d'être une priorité, c'est surtout le fait de saisir des opportunités de marché. Et quand on parle de développement durable, on parle aujourd'hui de ESG. ESG, c'est l'environnement, les aspects sociétaux et la gouvernance. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour embarquer ces supply chains vers des enjeux ESG? C'est se dire, tiens, il y a des opportunités de marché si je maîtrise mon impact environnemental, et on va en revenir sur la mesure. Mais c'est aussi comment est-ce que j'embarque mes collaborateurs dans un projet sociétal et global, et comment est-ce que je peux régir ma transparence et mon reporting extra-financier sur ces sujets de développement durable. Et pour revenir sur la mesure, je suis complètement d'accord. En effet, la mesure permet de savoir d'où on vient et où on veut aller. Oui. Mais avant ça, il faut surtout se connaître, faire une introspection. Quelle est ma position par rapport aux réglementations, par rapport au marché, et surtout cartographier en fait son activité, ses flux, pour savoir où il faut mettre l'effort. Parce que se dire, je vais absolument travailler sur mon packaging, si les flux sont, enfin, si les flux carbone sont dans le transport, voilà, il faut savoir d'abord comprendre sa cartographie de manière assez macro avant de pouvoir implémenter des solutions de manière opérationnelle. Mais finalement, tout ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est des schémas qui se font de manière assez circulaire et itérative. Pour rebondir sur ce que disait Clémence, oui, c'est vrai que là, on met le focus sur le transport, mais aussi avant d'aller voir le transport et de réduire l'empreinte des moyens de transport, on peut aussi revoir son schéma de distribution. Parfois, privilégier plutôt l'organisation de... Quel site va-t-on choisir pour servir une commande? Est-ce que c'est un entrepôt central qui se trouve à Lille pour servir une commande vers Nantes ou vers Cholet? Plutôt, il vaut mieux prendre un magasin ou une agence de Cholet ou de Nantes pour servir Cholet, ou peut-être même un entrepôt local vers Bordeaux qui a la complétude de la commande, qui va éviter les transferts. Et même si le magasin de Cholet, enfin le client de Cholet n'est pas rattaché à Bordeaux, on peut quand même partir ces flux. Donc revoir comment on sert nos clients, le schéma de distribution pour réduire les kilomètres parcourus, et après effectivement mesurer et réduire aussi l'empreinte carbone de ces équipements. Alors, on a déjà évoqué un certain nombre de sujets. On vient de parler du schéma de distribution, on a parlé d'économie circulaire, de réduction de CO2, on a parlé d'immobilier. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur ces sujets pour voir effectivement quels sont véritablement les leviers qui permettent d'améliorer la compétitivité en matière de développement durable, et surtout de concilier deux éléments qui paraissent des fois irréconciliables, c'est-à-dire l'économie et l'écologie. Alors, bien sûr, vous pouvez vous poser vos questions dès maintenant, puisque à l'issue des présentations et des débats, nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Je vais redonner la parole à Clémence sur l'aspect effectivement immobilier, puisque vous intervenez également sur l'aspect immobilier. Quand on a un projet immobilier, quelles sont les bonnes questions à se poser justement pour intégrer dans la réflexion tout le paramètre développement durable? Alors, la question, elle peut se répondre à deux échelles. L'immobilier en tant que tel, on peut faire beaucoup de choses dessus. Mais avant de se poser cette question-là, il faut d'abord être conscient que l'entreposage, c'est l'un des maillons de la supply, mais qui ne représente vraiment, encore une fois, qu'une parcelle, qu'une partie de l'ensemble de la chaîne de production. Donc, avant de parler immobilier, il faut vraiment, encore une fois, faire cette cartographie pour savoir si c'est là où il faut vraiment mettre l'ensemble de ses efforts. Maintenant qu'on a dit ça, un entrepôt décarboné, net zéro, il y a beaucoup de termes sur le sujet aujourd'hui. Il y a plusieurs sujets à aborder. Le premier, qui est peut-être celui qui parle le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui va être performance énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on va penser réduction des charges. Et donc, avec le prix, la hausse des énergies en ce moment, c'est sûr que forcément, ça devient un sujet important pour les utilisateurs, pour maîtriser leurs charges et donc, du coup, se concentrer sur leur première activité. Comment on maîtrise ces charges ? En ayant un bâtiment vertueux qui va être économe en énergie, qui peut être producteur d'énergie. Aujourd'hui, on va servir des toitures des entrepôts logistiques pour installer du photovoltaïque. On le fait également sur les ombrières des parkings, de plus en plus.
Un deuxième sujet qui peut être traité, au-delà du photovoltaïque, c'est tout ce qui va être vraiment rationalisation des besoins. Est-ce que je chauffe ou pas? Quel est le degré d'acceptabilité en termes de confort à l'intérieur de mon entrepôt? Et en étant au plus proche des besoins, finalement, je vais dimensionner comme ça mon projet immobilier. Un autre volet va être le carbone de manière un peu plus large. Au-delà de l'énergie, on va penser carbone, on va penser matériaux. Notamment, on voit apparaître des entrepôts avec des structures en bois. On le voit de plus en plus. Et enfin, il y a deux autres sujets qu'il ne faut pas oublier. C'est tout ce qui va graviter autour du bâtiment lui-même. La biodiversité, voilà, l'environnement, la biodiversité, mais aussi la gestion des eaux et la pollution des sols. Donc, autant de sujets qu'on peut adresser quand on pense à construire ou à concevoir un entrepôt logistique. Oui, et pour le concevoir justement en ayant à l'esprit tous ces impératifs, comment on s'y prend, enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine, à mettre en œuvre. Par exemple, sur l'aspect biodiversité, comment vous conciliez justement l'implantation d'une plateforme logistique sur un site et puis ces aspects biodiversité? Alors, on va partir du principe que la localisation a déjà été pensée en termes de schéma directeur, barycentrage, etc. Et que suite à ces décisions, ces schémas directeurs, on se retrouve dans un site qui va être à biodiversité protégée ou en tout cas dans un site à enjeu. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut impacter le moins possible avant de compenser, avant de rajouter des toitures végétalisées, avant de rajouter des artifices de sensibilisation, que sont les ruches, les nichoirs, etc. Ça, c'est plus pour sensibiliser en interne et on revient sur le S du ESG dont on parlait tout à l'heure. Non, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que je réduis mon impact au maximum, donc en connaissant finalement le terrain sur lequel on intervient. Aujourd'hui, on travaille sur des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur les questions de génie écologique. Si on arrive sur un terrain avec des espèces protégées, forcément, ce sont des choses à prendre en compte, que ce soit sur le rythme de vie ou de reproduction des espèces protégées en place, que ce soit sur l'implantation du bâtiment, le plan MES en tant que tel. C'est des choses qui vont être étudiées en amont, au même titre que la pollution des sols, typiquement. Et donc, c'est d'abord comment est-ce que j'évite au maximum mon impact avant de penser derrière à des solutions de réduction et de compensation. Alors, il y a de moins en moins de terrain aussi constructible. Il y a un objectif qui est le zéro artificialisation nette. Comment vous, en tant que conseil, vous accompagnez les entreprises sur un sujet qui quand même commence à devenir un petit peu préoccupant, à savoir est-ce que demain on aura encore suffisamment d'espace pour construire des entrepôts? Oui, c'est ça, la raréfaction du foncier, c'est un vrai sujet pour savoir où on construit et comment on construit demain. Même chose, j'ai encore une réponse à 2 étages. La première, c'est tout ce qui va être qualification des friches. Aujourd'hui, l'ADEME recense, j'ai plus le nombre en tête, mais un nombre de friches très important en France sur lesquelles on peut construire à nouveau. Une friche industrielle, c'est quoi? C'est un terrain sur lequel il y a eu une activité industrielle et qui aujourd'hui est à l'abandon. Donc c'est un terrain qui est déjà imperméabilisé, qui a déjà été construit, sur lequel il n'y a pas forcément un vivier écologique fort et sur lequel on peut requalifier, reconstruire. Plusieurs freins à ça, c'est évidemment la portance des dalles, la surface de la parcelle est-elle adaptée à mon activité, mais c'est des enjeux à intégrer dès le début d'une conception. Et le deuxième sujet, au-delà de la requalification des friches, pour un terrain donné, si on ne peut pas s'étendre, c'est de penser en vertical et en hauteur et peut-être d'envisager des solutions de conception d'entrepôt qui sont un peu moins traditionnelles et qui vont privilégier notamment des solutions d'automatisation qu'on va pouvoir installer dans un entrepôt vertical en hauteur. Ça fait écho à notre prochaine table ronde qui est justement le sujet de l'entrepôt-étage avec des acteurs qui rentreront un petit peu plus dans le détail sur ces aspects-là. Oui, bien sûr, Guillaume. Pour compléter, effectivement, je pense que souvent les clients nous sollicitent en disant il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il y a aussi des réflexions à avoir aussi dans le développement de l'entrepôt, dans les équipements qui sont à l'intérieur et pouvoir concentrer le stockage, profiter de solutions qui permettent de gérer les flux. Et effectivement, un petit peu mieux aussi piloter les flux. Voilà. Mais ça amène souvent des réflexions entre... de temps en temps, il y a un choix économique, de temps en temps, il y a un choix environnemental. Jusque-là, le choix économique était souvent privilégié, mais suivant l'industrie avec laquelle on travaille, maintenant, quand on est côté du luxe, le choix environnemental commence à être beaucoup plus fort, beaucoup plus important, parce que, effectivement, il y a un côté image, mais il y a quand même un côté responsabilité qui émerge aujourd'hui.
Et aussi, dans toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, il y a encore quand même beaucoup de vide et beaucoup d'optimisation possible. Donc vous êtes en train de dire, avant de repartir sur un projet immobilier, s'interroger sur est-ce que toutes les optimisations ont bien été réalisées pour optimiser l'existant, c'est ça? Oui, et ça touche des points sociétals, parce qu'effectivement, en ayant un entrepôt en 1,8 ou 2,8 ou 3,8, c'est pas la même chose, aussi d'un point de vue humain, pour demander aux gens de travailler la nuit, c'est pas la même chose que travailler en 8. Mais d'un point de vue empreinte, effectivement, on peut potentiellement réduire l'empreinte en mètres carrés en utilisant un peu plus les ressources qu'on a déjà. Oui, Mathilde Acquies, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On voit, alors ça répond à deux enjeux. Utiliser la verticalité des entrepôts, mais aussi... quand on parle d'éco-responsabilité, c'est aussi prendre soin de son environnement et de ses hommes, et donc réduire la pénibilité en entrepôt. Nous, c'était un axe fort de nos clients lorsqu'ils viennent nous solliciter. 90% de nos projets sont sur l'automatisation. On met aussi beaucoup en place de solutions d'accompagnement des managers pour piloter leurs équipes, être plus juste dans la mesure de la performance, être plus équitable si on travaille avec un intérimaire qui vient d'arriver ou une personne qui a 10 ans d'expérience sur son activité de préparation. Donc, comment on est un peu plus équitable dans la mesure de l'humain. Et puis, on a des clients dans la maroquinerie qui sont capables d'anticiper, de voir comment va se dérouler la journée, d'être moins en pression sur les opérateurs en fin de journée parce qu'ils savent, ils sont confiants comment ça va se dérouler dans le process des flux. Et puis, ils leur permettent d'arriver quand ils veulent le matin. Ils repartent quand ils veulent le soir. On parle vraiment bien d'opérateurs dans un entrepôt, étant donné que c'est dans une fenêtre raisonnable le matin et l'après-midi, et tant que l'activité est réalisée. Donc là, vous faites allusion à la partie labor management qu'il y a dans l'outil Manhattan et qui permet justement de planifier au plus juste les ressources. Qui a une vision sur les commandes, les réceptions, les opérateurs, qui est assez fin dans la mesure de l'opérateur, ses critères de pénibilité. S'il a passé toute l'après-midi à porter des charges lourd, on entend moins de performance pour cet opérateur qu'un mardi matin où il est tout frais à 8 heures, par exemple. Donc voilà, ces outils-là, nous, ça permet aux managers d'être accompagnés, d'avoir une vraie direction sur comment je prends soin de mes opérateurs et de faire aussi beaucoup de rétention de ces profils qui sont parfois dans des bassins. Mais bon, peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet. Mais je pense que le sujet, c'est effectivement peut-être, avant de partir sur un nouveau projet immobilier, pourquoi ne pas déjà réfléchir à l'optimisation de l'existant? Adeline, vous êtes d'accord avec cette approche? Oui, tout à fait. Et en fait, pour compléter, aujourd'hui, les entreprises en fait, ont un éventail de solutions. Donc, on a parlé de tout ce qui allait être lié à l'énergie, au bâtiment. Et en fait, pour compléter, il y a aussi un enjeu management. Et en fait, il y a beaucoup de leviers aujourd'hui qui sont peu ou sous-utilisés. Et on a vu justement à travers différentes études qu'on a pu faire, qui s'appliquent aussi bien sur cette partie production, donc usine, mais également sur cette partie en fait entrepôt, c'est que en fait on estime que entre 20 et 30% aujourd'hui de réduction énergétique peuvent être faits simplement par des changements en fait d'habitude et d'utilisation au sein de l'entrepôt. Ça peut être donc aussi bien, on a parlé de l'éclairage, du chauffage, mais également tout ce qui est l'utilisation des machines, donc soit des machines de production ou soit justement des machines aujourd'hui des outils, des engins de manutention. Donc en effet, l'humain a aussi un enjeu important et très important de se dire qu'on ne peut pas cibler une seule en fait solution. En effet, de construire un nouveau bâtiment HQE, c'est très bien, mais en fait qu'il y a un panel et qu'aujourd'hui les supply chain managers, directeurs d'opération doivent travailler en fait sur tous ces points. Oui. On a parlé automatisation. Est-ce que l'automatisation, justement, ça concourt un petit peu à optimiser l'existant? C'est clé dans la réduction des déplacements des opérateurs. On voit beaucoup de goods to man, goods to person, qui en fait l'opérateur est juste à rester sur son poste et toute la partie déplacement des marchandises se fait, et même porter les charges, se fait par l'automatisme, la robotisation. Guillaume? Oui, et aussi au sein des systèmes d'information, parce que là on a travaillé avec un fabricant dans le bâtiment qui fait ses produits avec des sacs de 25 kg, quand on fait toute la journée à porter des sacs de 25 kg. Donc ils ont mis en place des outils de préemption pour aider à porter ces sacs.
Au départ, ça a été assez difficile à adopter, et puis parce qu'effectivement, les opérateurs avaient plutôt l'impression d'être plus efficaces sans l'outil qu'avec, mais en fait, en comparant l'efficacité sur toute la journée, ils s'y retrouvaient. En fait, ils étaient très efficaces le matin et beaucoup moins le soir, et finalement, avec l'outil, c'était beaucoup plus stable sur la journée. Mais au-delà de ça, il y a aussi des choix à faire à un niveau supérieur, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les unités de palettisation n'étaient pas forcément respectées entre fabricants et distributeurs, ou mal connues par les systèmes, ce qui faisait que ça fait beaucoup de manipulation de sacs pour des petites optimisations de valeur de stock, et qui, à contrario, génèrent des manutentions qui sont aujourd'hui... on va dire, assez surprenante. Ça touche un autre sujet qui concerne aussi la RSE, c'est tout ce qui est social, sociétal. On reste toujours dans l'entrepôt. Comment ces valeurs d'inclusion, par exemple, ou le bien-être au travail peuvent être intégrées dans la conception de l'entrepôt ? Ça fait écho à ce qui était dit tout à l'heure. Typiquement, l'automatisation, on peut le voir d'un point de vue social, sociétal, j'enlève de la pénibilité. Mais d'un point de vue performance environnementale intrinsèque du bâtiment, de l'entrepôt, il y a aussi un effet. Dans une zone qui est automatisée, je n'ai pas forcément besoin d'éclairer, ou alors juste pour la sécurité. Je n'ai pas besoin de chauffer, parce que je n'ai pas d'opérateur. J'ai densifié, donc du coup, j'ai moins de volume perdu. Et tout ça fait qu'on arrive sur la réduction des charges dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, on arrive à trouver des corrélations entre les enjeux sociétaux ou le bien-être du collaborateur grâce à des solutions d'automatisation qui vont se transférer sur la performance globale et intrinsèque du bâtiment. Le deuxième volet sur le bien-être du collaborateur en général, c'est vrai que c'est très important quand on pense à un entrepôt qui se veut vertueux, décarboné, etc., plutôt démonstrateur de performance environnementale globale. Pourquoi ? Ne serait-ce que sur le degré d'accessibilité du confort. Est-ce qu'on chauffe ? On ne chauffe pas? Si oui, où? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est sur certains postes de travail qu'il nécessite? À quelle température? Donc en fait, plus on connaît finalement les besoins de manière précise, et plus la conception peut être, elle aussi, avec des solutions pragmatiques et dimensionnées au plus proche du besoin, en évitant toutes les consommations d'énergie perdues. Il y a des entreprises qui sont vraiment spécialisées ou qui sont connues pour justement intégrer cette dimension? La dimension sociétale, oui. On le voit de plus en plus. On a de plus en plus de clients qui nous demandent de penser au bien-être de leurs collaborateurs, que ce soit sur les conditions de chaud, de froid, etc., mais aussi sur l'aménagement des espaces de vie, des locaux communs, des espaces pour déjeuner en extérieur, voire des services qu'on voit apparaître de plus en plus dans ce qu'on appelle les hôtels logistiques aujourd'hui. L'inclusion aussi, l'inclusion des personnes handicapées, par exemple, ça vous parle aussi? Est-ce que c'est des sujets aussi qui sont importants pour les entreprises? Est-ce que c'est des sujets que vous abordez dans le cadre de vos missions de conseil, par exemple? Oui, plus côté industriel que côté logistique, mais côté logistique... il y a effectivement certaines tâches qui sont confiées, donc du coup une réflexion à avoir sur les aménagements associés pour permettre ces activités. Mais voilà, il y a une sensibilisation de la direction, mais qui est, on va dire, assez encouragée aussi par la législation en termes de pratique. Mais... Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Concernant le CO2, on a parlé aussi des gaz à effet de serre. Comment l'intelligence artificielle, je me tourne vers DC Brain, c'est un petit peu dans son ADN, l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut apporter des réponses en termes d'optimisation et de réduction des gaz à effet de serre? Alors, j'ai plusieurs réponses à ça. Alors, le premier point, c'est que c'est un débat qu'on a eu tout à l'heure. C'est est-ce qu'il y a un arbitrage entre enjeux environnementaux et enjeux économiques. Nous, DC Brain, on fait économiser à des kilomètres parcourus à nos clients. Donc, clairement, il n'y a pas besoin de faire un arbitrage entre l'un ou l'autre. En fait, moins de kilomètres, c'est moins de CO2. Mais comment vous y prenez pour qu'ils réduisent leurs kilomètres? Alors ça c'est mon deuxième point et ça a été un peu évoqué tout à l'heure. En fait, le monde du transport, le monde de la supply est un monde de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de réglementations, il y a de plus en plus de sujets à prendre en compte. Le bien-être des collaborateurs, c'en est un. Par exemple, dans le transport, on a parlé de la logistique, mais dans le transport, il manque 40 000 chauffeurs en Europe et donc...
Et donc, la pénurie de chauffeurs impacte fortement les entreprises de transport et les chargeurs. Des sujets réglementaires, les ZFE par exemple, ça rend les sujets plus complexes. Le RSE évidemment, l'impossibilité de venir en centre-ville avec un certain nombre de moyens de transport, etc., rend les chaînes logistiques dans leur ensemble beaucoup plus complexes. On peut évoquer aussi l'omnicanalité, les différents types d'entrepôts, etc. Et donc dans ce monde-là, comment faire face à cette complexité ? Eh bien en utilisant des nouveaux outils qui permettent de faire une optimisation réellement dynamique, c'est-à-dire de proposer des nouveaux tronçons, des nouveaux plans de transport de manière dynamique aux planificateurs. Ce qu'on fait ne révolutionne pas évidemment le monde du transport. L'optimisation, c'est le maître mot du transport depuis la nuit des temps. Je rappelle que la recherche opérationnelle a été créée dans le monde du transport, en particulier dans le transport militaire à la base. Donc on ne révolutionne pas. En revanche, ce qu'on permet, c'est qu'en intégrant des données, puisque aujourd'hui les entreprises de transport génèrent de plus en plus de données, en intégrant les données, en utilisant ces données, on permet d'affiner nos plans de transport et les rendre plus dynamiques, plus agiles, et in fine d'aller gagner en optimisant des kilomètres parcourus tous les jours. Mais justement, c'est ça la complexité, c'est de capter de la donnée qui est pertinente et qui permet justement de calculer les meilleurs... Alors, le problème, c'est pas la donnée, c'est la mauvaise donnée en fait, parce qu'il y en aura toujours, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a eu un cycle de vie de la hype cycle de la big data, c'est que toutes les entreprises ont lancé des pilotes ou des proof of concept sur des sujets d'intelligence artificielle au milieu des années 2010. Et ça ne marchait pas. Et la réponse, c'était, et pourquoi ça ne marchait pas, c'est que la donnée, elle n'est jamais parfaite en fait. Et donc, toute la difficulté, c'est de savoir quand utiliser la donnée. Et donc, chez DC Brain, on a créé une technologie qui est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle hybride. C'est que quand il y a de la donnée qui est de qualité, on va la détecter, l'identifier et utiliser des modules d'intelligence artificielle qui se reposent sur cette donnée. Et quand la donnée n'est pas de qualité, on va utiliser des modules d'optimisation liés à la recherche opérationnelle. C'est la modélisation théorique, qui permet in fine de proposer des résultats qui sont tout le temps robustes aux planificateurs et optimisés. C'est ça le sujet, c'est de pouvoir pallier le manque de qualité de cette donnée. Quand vos clients viennent vous voir, ils vous demandent quoi précisément ? Nos clients, ils viennent nous voir, c'est souvent les mêmes enjeux, d'ailleurs c'est souvent les mêmes contextes. On a des planificateurs qui utilisent l'outil le plus répandu pour planifier, c'est Excel, qui ont des vraies problématiques pour intégrer les nouveaux enjeux, RSE en est un, mais pas que, et qui se disent est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles manières de voir les choses, de nouveaux outils pour optimiser. Ils ont généralement testé des anciens, encore une fois, on n'est pas neuf, il y a plein d'outils qui permettent de faire de l'optimisation sur le marché depuis longtemps. Ils ont testé plein d'outils, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que ces outils ne prennent pas en compte toute la complexité, toute la réalité du monde, ne prennent pas en compte parce qu'ils n'ont pas la capacité à utiliser les données qui reflètent le monde, in fine. Et donc, ces outils ne proposaient pas des solutions ou des optimisations robustes dans le temps. Et donc, généralement, nos prospects, nos clients viennent nous voir en disant quelque part, votre approche permet de pallier ce sujet-là. Est-ce qu'on ne peut pas la tester ? On teste généralement avec nos clients et ça fonctionne. Et puis derrière, ils industrialisent. C'est ça. En fait, vous pluguez à des outils qui existent déjà pour obtenir... encore plus d'optimisation, c'est ça ? Encore plus, pour augmenter la vitesse de calcul, comment ça marche exactement ? On va se plugger en fonction des cas d'usage, que ce soit tactique ou opérationnel, on va se plugger plus ou moins avec les outils existants chez nos clients. Dans le cas opérationnel, on va par exemple s'interconnecter avec un TMS. Les outils transactionnels qui sont évidemment nécessaires pour aller faire un premier niveau d'optimisation, par exemple dans l'arbitrage des optimisations généralement économiques, sur l'arbitrage des transporteurs, mais qui ne sont pas suffisants pour aller faire de l'optimisation dynamique, c'est-à-dire jour après jour, proposer des nouvelles façons de concevoir un plan de transport. Et donc, on va s'interconnecter avec ce type d'outils. On va s'interconnecter avec des référentiels plus statiques sur, par exemple, les bases d'adresses de nos clients, qui est un autre sujet en termes de qualité de données. Donc, on va s'interconnecter avec ces outils, avec ce socle existant, et on va aider et on va utiliser la donnée qui provient de ces outils. On va capter cette donnée,
On va aussi la cleaner, la nettoyer, la filtrer et puis après l'utiliser pour proposer des résultats d'optimisation. Walter, l'optimisation des kilomètres et du CO2, quand on a un terrain de jeu qui est l'international, c'est encore plus complexe. C'est énorme. Mais par rapport à ce qui a été dit et dans la logique en fait de continuité, c'est l'optimisation en fait des flux et en particulier des flux de transport, quel que soit en fait le type et la modalité de transport, c'est quelque chose de déterminant. Enfin, et aujourd'hui, on s'attaque nous en fait à 4 axes qui sont fondamentaux pour réduire au maximum cette empreinte carbone. La première qui est l'optimisation des schémas de distribution, donc des schémas de livraison. Et donc à un moment donné, il faut être en capacité en fait de pouvoir proposer en fait différents types de schémas. Bien sûr, ces schémas reposent sur la qualité de ce qui a été rentré en fait dans les systèmes. Donc un TMS, à un moment donné, il ne va pas inventer, il va être dans une logique à proposer en fait des choses qui ont été déterminées en fait par un client. Ensuite, il y a un paramètre qui est excessivement important, qui est l'optimisation du chargement. Le but du jeu, et ça c'est fondamental. Et c'est pas de faire rouler à vide un certain nombre de véhicules, enfin quel que soit en fait le mode de transport. On parle beaucoup de la route, mais en fait ça peut toucher plein d'autres modes. Et c'est de véritablement être en capacité d'optimiser ce chargement. Et donc là, il y a des outils, il y a des solutions en fait qui sont utilisées au quotidien depuis un certain temps, qui s'améliorent à chaque fois et qui vont permettre en fait d'optimiser. Le troisième axe, qui est un axe qui a été mentionné tout à l'heure, c'est effectivement le choix du transporteur. Alors après, il y a toujours des considérations économiques. Aujourd'hui, on voit l'évolution. C'est pas simplement que le coût. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Le délai, la satisfaction du client, l'empreinte carbone, la capacité à travailler avec les bons fournisseurs. Tout ça, ce sont des choses qui sont des paramètres qui n'existaient pas forcément, mais qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus prégnants en fait, dans le choix des décisions. Ça peut être fait en manuel, ça peut être fait en automatique, et les systèmes permettent de répondre. Et puis le quatrième point, qui est aussi fondamental, c'est ce qu'on appelle en fait l'optimisation détournée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, j'ai une flotte, j'ai une capacité, et comment je vais optimiser par rapport à un certain nombre d'assets qui peuvent être des centres de distribution, comme on en a parlé. Et donc là, il faut que je puisse optimiser. Le but du jeu, c'est effectivement de rouler moins, rouler mieux. Et ça pourrait être... Et là, on peut vraiment réconcilier l'économique et l'écologique. De toute manière, ça part. C'est parti pendant des années, en fait, d'une problématique en fait, qui était économique. Aujourd'hui, en fait, il y a non pas une dérive, mais il y a une volonté, effectivement, de décarboner, de faire attention. Et donc, de plus en plus, en fait, aujourd'hui, quelle que soit en fait, la taille des clients, les gros, les moyens ou les petits, c'est d'être en capacité, en fait, de faire quelque chose de mieux, de prendre en considération ces aspects-là. Après, ce que l'on voit, c'est qu'on a des clients qui sont prêts aussi à aider tout cet écosystème. On parlait tout à l'heure du luxe, effectivement, donc il y a une prise de conscience comme quoi l'environnement, c'est quelque chose de capital. Fidéliser ses clients, continuer à pouvoir agir, en fait, parce que les clients aujourd'hui veulent de plus en plus en fait, ce respect des environnements, vont permettre en fait, à tout un écosystème d'évoluer et de financer quelque part en fait, une part de cette évolution vers une décarbonation. Alors ça, toutes les industries ne peuvent pas le faire, mais il y en a qui s'y attellent. Le luxe en est le parfait exemple et ils font des choses qui sont absolument remarquables à une vitesse qui est assez surprenante. Mais effectivement, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est un coût. Et donc il faut être en capacité de l'accompagner. Et qui dit coût dit aussi des délais de mise en place qui peuvent être plus ou moins longs. D'où la nécessité de mettre en place en fait, des solutions qui vont permettre d'optimiser et de gagner. Ce que je trouve très intéressant, en tout cas avec ces solutions qui sont de plus en plus quand même temps réel en termes de... C'est qu'on parle tout le temps de J+1 et donc de cette fameuse promesse qui a été embarquée avec Amazon, etc., qui développe des cultures du toujours plus vite. Mais ce qui importe le plus les clients, c'est la promesse et la fiabilité de cette promesse. Et donc si demain on est capable de proposer à un client un J+2, J+3 ou J+4, mais fiable en fonction de l'organisation des tournées que permettent ce type de solutions, je pense qu'il y aura une adhésion. C'est plus important de savoir que le camion va arriver entre 9h et 10h30 que pendant la journée du vendredi, toute la journée de demain. Et ça,
même en B2C, c'est une part, mais en B2B, c'est encore plus vrai. Et quand on a préorganisé des tournées, des clients préfèrent s'inscrire dans l'organisation de ces tournées, sachant que ce fournisseur va livrer le mardi matin, il est organisé là-dessus, et les flux peuvent s'organiser autour de ça, plutôt que Ça passe aussi par une meilleure des camions collaboration peut-être entre les acteurs, entre les transporteurs, Vital. les donneurs d'ordre. Vital. Oui. Cette collaboration, elle est vitale. Identifier en fait les acteurs, voir avec qui on peut travailler, être en capacité en fait d'échanger, être en capacité de restituer aussi l'information. C'est ça qui est assez remarquable. Aujourd'hui, on se rend compte que, on le mentionnait, l'information, il y en a des tonnes. Traiter l'information, parfois ça peut être un exploit. Mais être en capacité en fait de pouvoir retirer en fait la quintessence de l'information et de partager ça avec ses fournisseurs ou ses clients, en fait l'aval ou l'amont, et de dire voilà ce qu'on a bien fait, voilà les pistes d'amélioration, voilà ce que je propose, ce que nous pouvons proposer. Il y a des années, en fait, j'y croyais pas, puisque c'était juste le marteau qui était utilisé pour taper en disant ça va pas, débrouillez-vous, faites quelque chose de mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment cette logique de conciliation et d'apprendre ensemble à faire mieux. C'est les plateformes collaboratives qui ont permis justement Je pense que les plateformes, les tours de contrôle ont permis en fait d'illustrer un certain nombre de choses, de mettre en exergue en fait des problématiques, et puis à un moment donné de dire c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est une faute un peu collégiale, et si on doit s'améliorer, c'est de manière en fait collégiale. Et ça, je trouve que cette évolution, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive depuis un certain temps, mais qui explose, si je puis dire, et qui va continuer en fait à évoluer de manière conséquente. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment aussi poussé par le besoin de transparence du client final. Le client final, il veut savoir quand il achète sur un site internet, est-ce que c'est un site local ou est-ce que c'est un produit qui vient de Chine et qui est traversé en avion avec une forte empreinte carbone. Donc c'est le besoin de transparence, et donc les marques, pour soigner leur image, ont besoin aussi d'être transparents sur les acteurs auxquels ils font appel, la flotte qui a livré le produit, et pour ça il faut mettre en place des moyens. Et donc pour rebondir, c'est vrai que les stratégies, toutes les gouvernances, comités de direction, oui, la RSE, le développement durable, c'est un enjeu fort. Quand on va voir les équipes transport, on dit ok, quels sont les moyens à ta disposition? Quels sont le budget RSE que tu as, dans lequel tu peux puiser pour aller sélectionner un transporteur peut-être un peu plus cher, mais avec une flotte bio-GNV? Est-ce que tu es formé pour mettre en place une réoptimisation de ton transport? Donc aujourd'hui, on est quand même... Alors oui, le luxe a les moyens, a les capacités en fait, de mettre en place des vrais leviers, des vrais axes. Mais la majorité des entreprises aujourd'hui, elles limitent un peu leur budget. Et ce qui est dommage, les outils permettent justement de concilier la performance économique et écologique et d'aller puiser un transporteur plus cher pour un affrètement, mais qui a une plus faible empreinte carbone. Est-ce que la mutualisation dont on a beaucoup parlé, mais finalement on ne voit pas tellement de cas d'usage, ça reste un des leviers importants, Adeline? Est-ce que c'est quelque chose... C'est difficile à mettre en place pour les différentes raisons de collaboration, de partage des informations, de réactivité en fait, qu'on a aujourd'hui. Donc il y a toujours un enjeu autour de la donnée. Aujourd'hui, ça en est. Il y a quelques cas d'usage qui sont assez intéressants, notamment via le dispositif Fret 21. On revient justement aujourd'hui à la collaboration en fait, de la chaîne de valeur de transport. Et donc le programme EVE donc, qui a été mis en place donc, par l'ADEME. Et Fret 21, donc, qui est à destination des chargeurs. Donc, ce dispositif permet à n'importe quelle entreprise en fait, de rentrer en fait, dans sa démarche de décarbonation de transport, en partant sur de la mesure, de l'analyse, identifier justement ses actions et ensuite la mettre en place. Et justement, dedans, on cherche à travailler toute cette chaîne. Et donc, il y a d'autres dispositifs à destination des commissaires de transport qui ont aussi un rôle à jouer. Et également, toute la partie transporteur avec justement objectif CO2. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, via ces différents dispositifs, certaines mutualisations, certaines collaborations, je pense à des acteurs notamment de l'agroalimentaire qui étaient justement proches d'un site plutôt d'un autre industriel, qui ont permis de faire des co-chargements et autres. Donc en fait, il y a des expériences qui sont faites aujourd'hui, mais il y a encore de vrais enjeux autour du partage de la donnée et de comment être efficace. Et en fait, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe à certains pilotes qu'on est content en fait de mettre en avant, qu'on peut valoriser dans un rapport RSE, qui donne du sens à certains collaborateurs, à réellement un changement de paradigme, à comment est-ce qu'on fait évoluer des modèles et comment est-ce qu'on passe à la mise à l'échelle.
et que justement cette mise à l'échelle est économiquement viable, parce qu'aujourd'hui, pour qu'une stratégie soit validée par son comité de direction, il faut qu'elle soit viable. Et c'est là où justement, et je pense qu'on détaillera un peu après, mais l'économie circulaire et de repenser en fait sa supply chain est très important. Et là, on est vraiment à une maille stratégique. Et ensuite, en effet, on va avoir sur une maille tactique et opérationnelle tous les outils qu'on peut avoir, toute l'optimisation du transport, tout ce qui est lié à l'immobilier, en fait, qui va venir compléter, qui fait des modules, des briques pour mettre en œuvre cette stratégie plus globale, en tout cas à penser. Si je peux rebondir sur la partie opérationnelle, on discutait de la collaboration, partage des données. Il y a un enjeu fort aujourd'hui. Les plans de transport sont faits de A pour B ou A pour C. Et les niveaux de service demandés aux entrepôts, c'est J+1. Donc les commandes tombent tout le temps dans l'entrepôt. Le plan de transport, il est fait très en amont, malheureusement encore aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu à ce que la planification de transport et l'exécution en entrepôt collaborent étroitement. Je peux bénéficier d'une annulation de commande pour augmenter le remplissage de mon camion. Une annulation, une modification à la dernière minute, une rupture en préparation, une rupture fournisseur suite à un cross-dock. Tout ça réagir en temps réel. Oh oui, je suis partie sur un plan de transport optimisé au départ, mais vraiment d'avoir une unification des process et une collaboration étroite entre ce qui se passe dans le transport et dans l'entrepôt pour réoptimiser et diminuer le nombre de camions vides sur la route. Et si je peux rebondir, justement, on a un retour d'expérience assez intéressant. On a accompagné un grand retailer dans le sport qui, justement, se posait toutes ces questions-là, justement, sur l'implication de l'entrepôt, mais également la responsabilisation des magasins. C'est très important de travailler, justement, avec les magasins pour pouvoir arriver à réduire, justement, aujourd'hui, le nombre de camions, le nombre d'approvisionnements pour pouvoir avoir un taux de chargement le plus optimisé. Et c'est là aussi, il y a des gros enjeux sur toute cette partie demand planning, forecast, parce qu'aujourd'hui, forcément, si vous êtes en rupture de stock, le magasin, il va dire, voilà, moi j'ai un chiffre d'affaires à faire, du coup, j'ai besoin de ce produit-là. Et donc, justement, pour limiter ces transports urgents et justement favoriser l'optimisation, donc là, vraiment sur cet aspect opérationnel, il y a de très gros enjeux autour, justement, de la partie forecast et approvisionnement et gestion des stocks. Limiter les livraisons par semaine pour pouvoir massifier et condenser d'autres magasins. Et c'est là que, justement, les outils, après, d'autres outils rentrent en compte et permettent d'accompagner, d'aider l'humain. Et l'intelligence artificielle permet également, là où l'humain montre ses limites, là où Excel montre ses limites, d'aller plus loin et de réellement donner des clés à des opérateurs pour justement gérer au mieux ces stocks. Ce qui montre bien qu'on est dans une approche globale et qu'on ne peut pas se limiter simplement à des optimisations partielles qui pourraient avoir des conséquences en amont et en aval. Guillaume, oui. Et effectivement, sur l'aspect forecast, on est toujours à la recherche d'un taux de service optimum. Mais après, il faut effectivement mesurer le gâchis qu'il y a derrière, que ce soit en surstock, en promotion. Et ça amène des réflexions qui montrent que parfois, en fait, on gagne plus d'argent en ayant un taux de service un petit peu inférieur. Mais ça devient un choix stratégique et effectivement de décliner un taux de service différent suivant les typologies de produits. Parce que essayer d'être à 99,5% sur toute votre gamme de produits, c'est ridicule. C'est super intéressant parce que c'est une vraie déconstruction en fait de modèles existants qui ont été portés au pinacle pendant des années. Et là, on vient progressivement déconstruire un certain nombre de choses. Et dans les mentalités d'aujourd'hui, on le voit, que ce soit en fait dans les mentalités en fait au niveau opérationnel ou au niveau plus stratégique, au niveau des directions générales, c'est pas facile. C'est pas facile. Et il faut que, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'à un moment donné, le haut, donc la tête puisse commander sur un certain nombre de choses. Et si ça se passe pas là-haut, c'est ce qui était mentionné, c'est des petits morceaux qu'on fait, qui effectivement vont amener un bout de productivité, mais in fine, vont répondre juste à une sollicitation économique en oubliant tout le reste, et en particulier la composante environnementale. Donc cette déconstruction, c'est comme une recette de cuisine, quoi. Je veux dire, il faut utiliser à bon escient en fait l'ensemble des éléments, et puis si à un moment donné on met un peu trop d'un élément, ça vient dénaturer complètement le plat. La réflexion sur la gamme produit aussi est hyper importante. Il y a une tendance à vouloir démultiplier les formats, la complexité.
pour finalement amener un service au client, il faut juste aussi avoir des réflexions de ce côté-là. Est-ce que c'est nécessaire? Mais quel gâchis on amène derrière par rapport à reconcentrer les ressources et les conditionnements de façon plus écologique pour amener le même service, mais dans des conditions différentes. Parce que si on compare le rapport contenu-contenant d'un petit pot qu'on donnait aux enfants avant et avec l'assiette en plastique qui permet de nourrir les enfants, le rapport de contenu-contenant est pas très favorable. Ça sent le vécu, ça, non? Non, mais c'est intéressant à mesurer. Et le client est demandeur de ça, parce qu'au final, c'est lui qui est au centre des investissements qu'on met dans les supply chains, c'est pour lui et ce client-là. Il est capable d'attendre 1 ou 2 jours pour être livré de sa commande. L'essentiel, c'est qu'il soit transparent, que ce soit transparent, informé sur sa consommation, et ça valorise l'image de marque de l'entreprise. Et il nous reste une dizaine de minutes avant de passer aux questions-réponses. On me fait signer un Roger qui a pas mal de questions. Je voudrais qu'on parle de distribution urbaine. Comment, parce que la distribution urbaine, c'est important aussi dans la chaîne, dans la supply chain, et on en parle beaucoup. Et pour le moment, je pense qu'il n'y a pas encore véritablement de politique en matière de développement durable et de distribution urbaine vraiment très, très constructive dans ce domaine-là. Comment peut-on arriver à une distribution urbaine décarbonée? Quelles sont, selon vous, les pistes à adopter, les chemins à prendre pour qu'on arrive vers une distribution urbaine plus vertueuse, plus en phase avec nos attentes de citoyens qui souhaitent répondre? Guillaume? Déjà, il faut distinguer les flux. Il y a les flux du bâtiment qui représentent presque 40% des flux entrants dans une ville. Donc c'est énorme. Du bâtiment, 40%. Oui. Donc, après, il y a le flux alimentaire, presque 40%. Et après, le reste, c'est les flux qu'on connaît donc, par la messagerie, etc. Donc les solutions, elles sont très différentes d'un flux vers l'autre. Le fluvial est quand même plutôt déjà adopté et quand même bien adapté pour les flux bâtiments. Oui. Et enfin, après, il n'y a pas de fleuves partout non plus. Le schéma quand même de distribution, quand même via les magasins, et on évolue vraiment de l'hyper vers le mini-market de proximité, montre bien que les gens, quand on regarde en global, effectivement, la consommation pour aller jusqu'à l'hyper avec la voiture est parfois beaucoup plus importante que d'aller avec son caddie au petit supermarché du coin. Donc le modèle que nous, on considère être pour l'alimentaire, c'est effectivement la proximité du supermarché local. Ça sera toujours difficile. Et par contre, pour les produits un peu spécifiques, effectivement, le e-commerce est parfois une solution plus économique que d'aller dans le magasin avec sa voiture. Si on y va avec son vélo, c'est mieux, mais... C'est l'ADEME qui a fait une étude la semaine dernière, qui a paru la semaine dernière, en comparant des scénarios de parcours client, et il s'avère que c'est moins consommateur d'énergie carbone, d'être chez soi et de se faire livrer avec une tournée du litier, d'un chronopost parmi une tournée d'autres clients e-commerçants livrés, que de prendre sa voiture et de faire 3 km dans un point retrait, en retrait isolé, et de revenir parce qu'on c'est le dernier jour pour récupérer son colis. Donc il y a aussi les comportements d'achat des clients finaux qui jouent sur ces distributions urbaines. Tout dépend des produits. Clémence, on en est où des entrepôts urbains, ce qu'on appelle les élus, les espaces logistiques urbains? Parce que c'est pareil, on en parle beaucoup, mais finalement on en voit relativement peu. En fait, ces ELU, ces espaces de logistique urbaine, c'est comment est-ce qu'on adresse la question de la logistique du dernier kilomètre, voire du dernier mètre. Et pour répondre à ces questions, je pense que ça revient sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Le meilleur kilomètre en termes de fret, c'est celui qu'on ne fait pas, enfin celui que la marchandise ne va pas faire. Et du coup, comment est-ce qu'on amène le client final à accepter de se déplacer à quelques mètres ou à quelques kilomètres pour aller récupérer sa commande? Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Au-delà de Fret 21, il y a un programme intéressant qui a été lancé
qui s'appelle Interlude, qui consiste en fait à générer au sein de collectivités ou communautés de communes des programmes de logistique urbaine où on va mutualiser en fait les besoins, les espaces pour penser ELU commun pour divers acteurs. Et cette mutualisation, on y revient, ça a beaucoup été évoqué tout à l'heure, c'est l'un des maillons qui permet de décarboner, puisque plus on va optimiser un transport, un chargement, plus on va optimiser ces derniers kilomètres ou ces derniers mètres, et donc moins le chemin global sera carboné. Mais on voit plein d'études, on voit plein de rapports là-dessus, mais on ne voit pas tellement finalement de concrétisation de ces projets. Alors les chartes Interlude sont vraiment en cours de déploiement aujourd'hui au travers de toute la France. On voit que beaucoup de grosses agglomérations commencent à s'y mettre. Nous, on a notamment accompagné la ville de Nantes sur ce sujet-là pour penser espace de logistique urbaine, mais ça demande beaucoup de concertation, beaucoup d'échanges de données. On parlait de transparence tout à l'heure, mais ça rejoint le G de ESG, la gouvernance, la transparence. Il faut accepter d'exprimer ses besoins et de les mutualiser avec les autres pour pouvoir avoir ces logiques de LU commun. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas contraindre finalement les collectivités à mettre en place des structures adaptées, enfin des entrepôts de proximité qui permettent justement d'éclater les volumes qui arrivent par camion complet et de les dispatcher ensuite sur la ville. Est-ce que ce n'est pas la solution? Est-ce qu'à un moment donné, le législateur ne doit pas s'en mêler un peu de cette histoire? Alors, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la législation, on en a déjà beaucoup. Elle continue d'augmenter toujours plus. C'est une solution, mais je pense qu'il faut revenir au point de départ qui est quel est finalement mon bon schéma directeur, quel est mon vrai besoin, avant de se dire comment est-ce que j'adresse ces derniers maillons. Encore une fois, la logistique du dernier kilomètre et du dernier mètre, on est sur le dernier maillon. Donc il y a tellement de choses à faire en amont, c'est ce qui a été dit. Il y a beaucoup de briques, beaucoup de solutions à apporter. Et si on veut concilier performance environnementale et performance économique, c'est finalement réfléchir à toutes les bonnes pratiques qu'on peut faire de manière isolée sur chaque maillon, au lieu de les regarder sous un prisme juste du transport, juste du dernier kilomètre, juste de l'entreposage, c'est se dire maintenant je pense ma supply de manière globale, j'essaye de l'optimiser d'un point de vue environnemental et économique d'un point de vue global. Donc ces ELU, c'est l'une des réponses au dernier maillon, mais c'est peut-être pas la réponse unique, en tout cas, pour décarboner une supply chain. Oui. J'ajoute juste que par exemple sur les ZFE, qui est déjà une des premières réponses sur ce sujet-là, côté urbain, il y a déjà des débats entre communes, puisque les communes qui sont à la frontière de la ZFE vont devenir de fait des communes logistiques denses, puisqu'on va mettre des entrepôts d'éclatement à ces endroits-là, et ces communes ne le souhaitent pas forcément. Donc ça crée déjà des débats, on le voit bien en Ile-de-France, sur à quel endroit et à quel niveau on va mettre ces entrepôts qui permettront cette logistique urbaine. Donc c'est pas si simple que ça, la législation ne pourra pas répondre à tous les problèmes. On oblige bien les communes à avoir des logements sociaux, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas les obliger à avoir... parce qu'il y a un problème de foncier, on l'a dit tout à l'heure. On manque de terrain. Mais en même temps, les espaces logistiques, ça ne rapporte rien. Donc dès qu'il y a un bout de terrain, on va plutôt mettre des commerces ou des centres commerciaux, des choses qui rapportent davantage. Donc est-ce qu'il n'y a pas une solution un petit peu incitative à mettre en œuvre pour... contraindre plus ou moins les communes à installer ce genre de bâtiment? Alors, pour l'intra-urbain ou l'intra-ZFE, j'en sais rien, mais toujours est-il que pour les ZFE, les gros entrepôts d'éclatement, ils ne peuvent pas être dans Paris même, par exemple sur l'Île-de-France. Ils vont se retrouver dans la deuxième couronne, qui sont déjà des zones avec un certain nombre d'enjeux sociétaux, et donc au final, on reconcentre des problèmes dans des zones qui en ont déjà. Et donc cette solution, elle n'est pas si évidente, malheureusement. Oui. Je pense que c'est quand même important à un moment que les villes s'engagent là-dessus, parce que, encore une fois, ça dépend des flux, mais pour les flux de redistribution, les 20% dont on parlait, pas les flux alimentaires, pas les flux bâtiments, qui là sont compliqués enfin les ruptures de charge sont compliquées à gérer. Mettre en place ces solutions, ça paraît nécessaire. Enfin, la mise à disposition des casiers d'Amazon, en fait, commence à avoir, pour le moment, ils payent pour avoir des espaces, plus sur des espaces un petit peu derrière. Mais je pense qu'avec la logique aussi du Grand Paris et de la réflexion sur l'aménagement du territoire, mais là, ça dépend effectivement des maires. Et il est assez pertinent qu'ils se posent la question d'un espace, quitte à définir
comme les marchés, un espace de temps dans lequel cette surface est disponible. Et après, en dehors de cet espace, que ce soit récupéré comme un espace public. Mais on voit des initiatives isolées dans les villes denses, par exemple à Paris, sur comment est-ce que je me réapproprie des fonciers qui perdent. Typiquement les parkings. Aujourd'hui, les Parisiens ont de moins en moins de voitures. Donc, qu'est-ce qu'on fait des parkings? Est-ce que ça peut être une réponse pour ces fameuses ELU? Voilà, c'est des sujets qui sont en train d'être étudiés. Alors après, évidemment, il y a des sujets de gabarit, d'ICPE, etc. Comment faire rentrer un camion dans un parking? Ça se travaille. Il n'y aura plus de camions dans Paris bientôt. Mais non, oui, mais à un moment donné, il faut bien aussi que ces camions puissent décharger dans un endroit pour pouvoir éclater les colis et les faire distribuer ensuite par des véhicules électriques. Mais sur les quais, il y a de la place le matin. C'est le soir que c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de jeunes. On va peut-être... il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avant de passer aux questions-réponses, c'est l'économie circulaire. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, enfin on l'a évoqué au moins. Citwell, vous avez réalisé récemment un livre blanc sur le sujet. On en est où de l'économie circulaire? Est-ce que c'est un sujet qui devient prégnant? Est-ce que les entreprises commencent à en parler? Est-ce que ça se développe? Tout à fait. Donc on a accompagné justement un retailer dans sa... comment repenser en fait justement son modèle et comment repenser ses flux et également donc via justement les travaux qu'on a pu faire donc avec l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, justement sur ce livre blanc qui est à destination donc des parlementaires sur quels sont aujourd'hui les facteurs clés de succès et qu'est-ce qu'on attend également des parlementaires, mais forcément à travers les différentes interviews qu'on a pu faire, on a pu se rendre compte qu'en fin de compte un certain nombre d'entreprises aujourd'hui sont déjà engagées en fait dans l'économie circulaire. Un certain nombre de pilotes, un certain nombre de tests et des freins et également des espoirs aussi et des solutions qui sont identifiées. Concrètement, ce qu'on constate, c'est que si on souhaite aujourd'hui réduire l'impact carbone de sa supply chain et continuer à avoir aujourd'hui être pérenne d'un point de vue économique, il faut avoir un business model qui soit viable. Et l'économie de la fonctionnalité vient répondre justement à ça. Et l'économie de la fonctionnalité, on va parler justement de leasing, d'usages multiples. On va pouvoir également... donc on est sur vraiment de la fonction. Et on vient rémunérer justement cette fonction-là. Et donc là, on n'achète plus un produit, un téléphone ou une machine à laver, un lave-vaisselle, mais on peut aller justement rémunérer son usage. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ne sont pas du tout prêtes d'un point de vue supply chain pour pouvoir être viable, économiquement viable et aller satisfaire justement des demandes clients et un marché qui est en train de naître, un marché de la seconde main, un marché de l'économie de la fonctionnalité, c'est ce qu'ils souhaitent. Et donc ce qu'on a pu constater, c'est que donc, les entreprises se lancent, mais font face à un certain nombre de freins. Et donc dans ces freins, on a pu voir toute la partie donnée. On en revient encore à la donnée. Et l'interopérabilité de la donnée aujourd'hui est quelque chose de clé pour la traçabilité, puisque se rend compte que pour que des clients aient confiance dans le produit de seconde main que vous achetez sur certains sites ou dans de la location que vous pouvez avoir auprès d'équipements sportifs, par exemple, auprès d'une grande marque, d'une grande enseigne française, il faut que, pour avoir confiance, il faut que vous sachiez qu'il y a une traçabilité derrière. Et cette traçabilité-là, elle doit être gérée au sein de différentes filières, au sein de la réparation, au sein de l'approvisionnement de matières. Et sur ça, aujourd'hui, il y a encore de forts enjeux et de forts investissements au niveau de la gestion en fait, de la donnée sur ça. Et pour faire le lien avec le sujet juste avant, qui est très intéressant, c'est qu'on en revient à repenser aujourd'hui donc justement ces flux. Donc la supply chain n'est plus linéaire, avec une fin où il y a une fin de vie de produit, on ne sait pas trop ce qui se passe, on gère des déchets plus ou moins, mais justement avec des boucles où on vient réutiliser donc, ces produits et ou ces matières. On a besoin justement de gérer des flux retour. Et c'est là où aujourd'hui la logistique urbaine doit se transformer, doit évoluer et doit proposer d'autres services que simplement de la livraison, mais elle est également capter des produits, des matières pour les rééclater. Et c'est là également où les entrepôts ont également des questions à se poser demain. Est-ce qu'un entrepôt va simplement gérer des produits de la commande ou est-ce qu'on peut également avoir du reconditionnement
de la réparation. Et donc là, on ouvre également sur un autre facteur clé de succès qu'on a pu identifier dans ce rapport, c'est également la gestion des compétences aujourd'hui de tous les employés, de tous les opérateurs au sein de la chaîne de distribution. Et donc là, aujourd'hui, on a réellement de forts enjeux, mais tant mieux, c'est positif, sur nos métiers, sur la supply chain, qui va être plus complexe, mais les entreprises ont à y gagner, en fait, à partir sur ces modèles-là. Et elles seront également contraintes, en fait. Donc, elles vont devoir jouer sur ces deux pans. C'est un vrai sujet aussi. Oui, il y a une vraie problématique de qualification des retours. Nos clients nous demandent comment rapidement un opérateur qui n'a pas de formation de recyclage est capable de qualifier si je retourne mon produit à mon fournisseur, si je réinjecte, si je le répare. Donc ça doit être aidé aussi par les solutions qui sont en place. Il y a aussi un enjeu. Aujourd'hui, 70% des articles que vous retournez, ça va vers le même centre de distribution. Toujours le même. Que mon client soit près de Nice ou près de La Rochelle, ils vont toujours au même centre de distribution. Les solutions aujourd'hui permettent de regarder la proximité du client, mais surtout de faire le bon compromis entre les coûts de retour de mon produit et la manière, la plus facilement, comment il va être réinjecté dans le réseau, comment il va être réutilisé, quel est le prochain client qui en a le plus besoin. Ce n'est pas mon site de retour qui est toujours celui utilisé, c'est peut-être un magasin dans telle région parce que je sais qu'il y a une baisse de stock. Et donc, vraiment, les solutions aujourd'hui sont capables de, au lieu de toujours retourner le retour au même endroit, d'aller chercher, de réduire l'impact et les kilomètres parcourus par cette économie circulaire. Oui, et effectivement, mais je pense que toujours dans la préservation des ressources, c'est quand même le point clé. Les solutions aussi se développent. Je travaille pour un client qui fabrique des machines de tri de plastique. Avant, le taux de retrait de plastique était vraiment faible. Et avec la mécanisation, et donc ces solutions qu'ils amènent, d'ailleurs qu'ils réussissent à exporter même en Australie ou au Japon, donc, pour dire qu'on a quand même des belles pépites industrielles. Ils arrivent vraiment à un taux de tri de 60% mécanisé par rapport au taux de tri manuel. Si vous avez eu la chance d'aller dans ce centre de tri, c'est quand même mieux quand c'est mécanisé. Donc, effectivement, ces solutions de tri et de réutilisation de ressources sont importantes. Et après, la réflexion de qu'est-ce qu'on peut en faire pour maximiser la valeur. Évidemment, si on peut réparer, c'est quand même toujours beaucoup mieux que de recycler. Mais ça se fait dans une étude de supply chain globale et qui amène des études hyper intéressantes quand on les mène de bout en bout. Toujours dans cette logique de ressources naturelles utilisées par l'homme. C'est d'ailleurs un nouveau sujet, une nouvelle problématique des transporteurs et des chargeurs, c'est le suivi, la traçabilité des contenants. Il y a de plus en plus de problèmes, par exemple sur les palettes, mais pas que, sur les contenants industriels. Avant, un transporteur devait amener des marchandises, maintenant il doit gérer aussi l'ensemble des contenants, les faire revenir à des centres de distribution, et ça rend la planification des flux de transport sur les transports arrière de plus en plus complexe. Complexe, oui. Avec intercaler des retraits de contenants dans une livraison. Est-ce qu'on a assez de place? Oui, non. Est-ce que je reviens au retour? Des vraies problématiques complexes, oui. On va passer aux questions-réponses. Hervé, bonjour. A-t-on de nombreuses questions? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors pour démarrer, on a parlé du rôle des villes et des communes, mais plus largement, comment l'État, les régions et les collectivités peuvent agir pour accélérer les transformations. Oui, ça revient un petit peu à la question qu'on abordait tout à l'heure. Est-ce qu'on doit s'appuyer sur la bonne volonté des communes, justement, pour accélérer cette transformation, ou est-ce qu'il faut envisager un cadre réglementaire, disons, plus contraignant? Qui souhaite répondre? En tout cas, moi je suis d'accord sur l'approche par région plutôt que par commune, parce qu'effectivement ça peut créer des déséquilibres importants et c'est pas très sain en termes d'organisation des flux. Mais c'est vrai qu'il y a des concertations aujourd'hui, mais c'est beaucoup de discussions parce que c'est un aspect réglementaire. Mais effectivement, c'est vraiment aux régions d'apporter des solutions pour avoir des flux cohérents, parce que sinon on va partir faire des schémas qui seraient complètement aberrants. Ok.
Vas-y, Adeline, je t'en prie. Aujourd'hui, le pouvoir législatif a plusieurs cartes en main, en fait, et il doit jouer sur les deux. On a l'aspect réglementaire, et aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas toujours. Si vous prenez les derniers chiffres publiés par l'ADEME, en 2021, 57% des entreprises qui devaient publier leur bilan carbone, donc c'est obligatoire, ne l'ont pas fait, y compris des très grands groupes. Donc on constate que oui, on peut mettre une loi qui rend des choses obligatoires, mais derrière, il faut contrôler et toutes les entreprises ne jouent pas le jeu. Et de l'autre côté, on peut également être plutôt sur de l'incitation. Et donc là, on peut avoir plutôt des fiscalités positives. Et en fait, le législateur, justement, a un panel aussi là, de solutions, de leviers qu'il peut activer. Et en fait, il va devoir jouer sur ça. Et en effet, l'État va pouvoir mettre en place un peu ses règles du jeu. Et ensuite, les régions, les agglomérations vont avoir à activer, et elles le font déjà. On parlait tout à l'heure de Nantes Métropole, mais on collabore également avec Nantes Métropole, qui justement cherche à organiser tous ces flux de bâtiments, puisqu'il y a beaucoup de travaux, et donc pour gérer les externalités négatives globales du centre-ville. Donc aujourd'hui, les agglomérations mettent en place des choses, elles doivent juste accélérer et travailler peut-être plus conjointement avec les entreprises du tissu local pour justement que ça soit vraiment efficace pour tous les citoyens. Les CCI sont un bon relais dans ce domaine-là. Quel est justement le lien qui peut exister entre la région, la collectivité et les entreprises? Les CCI ont en effet ce pouvoir-là, puisqu'aujourd'hui, notamment pour plutôt des petites et moyennes entreprises, elles vont très souvent être le relais, là, sur lesquelles elles vont s'appuyer pour avoir parfois justement faire appel à des expertises, des compétences. Donc en fait, elles ont un peu cette vision globale du tissu local. Et donc en effet, les chambres de commerce et les CCI, donc oui, doivent s'appuyer sur ça. Benjamin. Oui, alors globalement, c'est une question, la question que vous posez, c'est quelle place pour le développement durable de la supply chain et comment est-ce qu'on peut faire mieux? Alors la première réponse, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée par PwC qui a interrogé les directions supply chain en leur demandant au final quels sont vos enjeux. Et le développement durable n'est pas sur le podium. Elle est à la place, le développement durable est 4e dans ce ranking, dans cette priorisation des enjeux, donc c'est pas la meilleure place, c'est bien mais pas top, on va dire. Donc les enjeux, quand on pose la question direction supply chain, leurs enjeux, c'est la traçabilité, la prévisibilité, l'agilité et le niveau de service. Donc ça reste quand même sur des sujets un peu classiques. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Il y a l'aspect réglementaire, mais il y a aussi, je pense, le comportement du consommateur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Clémence. Je pense qu'on a suffisamment de lois, de règles en France, mais il y a aussi un comportement qu'il faut adopter. Il y a des changements comportementaux de consommation à pousser. Quand on voit aujourd'hui une entreprise comme Shine qui a le vent en poupe, c'est un peu l'exemple classique du développement non durable à l'extrême, qui ouvre une boutique éphémère à Paris, je crois. Il y a des vraies questions à se poser sur quel est notre rôle à tous dans ce développement durable. Les choix de livraison, idem. Aujourd'hui, on peut choisir en tout cas, on a l'information sur les sites e-commerce sur les modes de livraison et sur les consommations CO2 que ça engendre. Donc c'est à nous aussi de prendre le sujet, et puis d'avancer dans la bonne direction. Merci, Hervé. Connaît-on l'impact carbone et autres des outils d'IA et de ces calculateurs? Est-ce que les résultats obtenus en les utilisant sont suffisants pour compenser, voire dépasser cet impact? Ça, je crois qu'il y a une question pour Benjamin. La réponse est oui. Alors, on connaît, et puis oui, les résultats sont suffisants pour dépasser l'impact. Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est entraîner un nouveau modèle. C'est assez consommateur de ressources, c'est vrai. C'est calculé, c'est documenté. Il y a plein d'études sur le sujet. L'utilisation de ce modèle derrière, et une fois qu'on a entraîné un modèle, on peut l'utiliser maintes et maintes fois. L'utilisation de ce modèle engendre très peu de consommation CO2, très peu de consommation énergétique. Un modèle d'intelligence artificielle, ça tourne sur un PC, par exemple. On ne peut pas l'entraîner sur un PC, mais ça tourne sur un PC. Donc oui.
Et puis pour la deuxième partie de la question, aujourd'hui on calcule des impacts de diminution de CO2 très importants chez nos clients transporteurs, entre 5 et 10% d'émissions CO2 économisées grâce à l'utilisation de notre outil. Donc oui, c'est très conséquent. Je rappelle le chiffre, 10% des émissions CO2, c'est le transport de marchandises en France. Donc oui, le jeu en vaut la chandelle. Hervé ? Alors encore une question a priori pour DC Brain. En cas de données de mauvaise qualité, est-ce que vous arrivez à faire participer vos clients pour la production de données de meilleure qualité et de manière pérenne ? Alors, il faut distinguer deux types de données, des données de référentiel qui sont des données assez statiques et puis qui nous permettent, nous, d'entraîner et d'avoir des meilleurs modèles d'optimisation. Dans les données de référentiel, on va penser à la base adresse, par exemple donc la liste de l'ensemble des adresses de livraison. On trouve un taux d'anomalie énorme, de l'ordre de 2/3 d'anomalies dans une base adresse, donc c'est assez colossal. Et comme c'est des données statiques, il y a un cycle d'amélioration continue, vertueux, en disant à nos clients et aux planificateurs, si vous améliorez cette donnée, au final, nos modèles seront plus performants, ça sera plus simple à utiliser. Et comme c'est des données statiques, ça ne change pas tous les jours. Donc, il y a une modification manuelle, mais qui, encore une fois, n'a pas lieu tous les jours. Donc oui, on entraîne sur ce sujet-là. Et puis, la deuxième partie de la réponse, c'est sur les données dynamiques, donc la liste des ordres, avec des informations qui sont clés pour nous, le poids, la dimension. Il y a aussi des problématiques sur ces données-là. Et là, il y a des sujets un peu plus on va dire structurels à mettre en œuvre, qui sont une amélioration des systèmes d'information, de la traçabilité, du suivi de la donnée, qui est encore un enjeu, je pense, majeur chez nos clients, où là aussi on aide, puisqu'on est expert dans la manipulation de cette donnée, on aide nos clients à mettre en place des nouveaux systèmes, mais évidemment ça prend un peu plus de temps. Ça demande aussi des investissements, donc voilà. Merci Hervé. Quelles sont les solutions pour un transport décarboné et qui va payer ? Vaste sujet. Là, je pense qu'il faudrait une autre table ronde là-dessus, mais enfin bon, rapidement, Guillaume. Donc déjà, effectivement, on travaille effectivement sur la demande, comment est-ce que évolue la demande. Le taux de chargement, on en a parlé. Et après, la modalité, le modal. Donc, on a perdu tout le transport voie ferrée en 60 ans. Il a été complètement réduit, là où on était peut-être à 40%, je pense, il y a 50 ans. Donc, il faut qu'on se pose des questions autour de ça. Je pense, parce que ça reste quand même une solution que d'autres pays comme la Suisse ont réussi à mettre en œuvre, alors que leur paysage n'est pas très clément enfin, il y a un peu de montagne en Suisse. Et là, effectivement, c'est un sujet qui est compliqué, on sait historiquement a été compliqué à mettre en œuvre en France. Mais je pense que c'est quand même important qu'on se repose la question, parce que c'est complètement aberrant. Sur la multimodalité, peut-être, Walter, c'est un mot. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une piste qu'on peut encore explorer ? Est-ce qu'il y a trop de transport routier ? Est-ce qu'il y aurait possibilité de reporter une partie du transport routier sur du ferroviaire ou sur... Définitivement. Sur du Après, je pense que c'est une volonté régionale, départementale. C'est pas... Il faut pouvoir réouvrir un certain nombre de lignes, il faut pouvoir se les réapproprier. La volonté de limiter en fait le transport routier, c'est une volonté forte. Ouais. Après, il y a une réalité économique. On peut continuer à faire du routier, mais utiliser en fait des nouveaux carburants, utiliser des nouveaux engins qui sont moins polluants. Donc, je parlais tout à l'heure de déconstruction. Déconstruire en fait un mode comme le routier aujourd'hui, quand on voit l'impact du dernier kilomètre ou quoi que ce soit, c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Donc c'est pas la volonté en fait d'une société, c'est la volonté d'une toute une chaîne dans laquelle effectivement il y a une nation, un État, des régions, des communes. Donc compliqué, mais oui. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à un moment donné, c'est être en capacité à pouvoir proposer selon des axes qui ne sont pas uniquement des axes économiques. Justement, à propos de nouveaux carburants, comment vous voyez l'avenir ? Vous voyez
des véhicules électriques où il y a du GNV, de l'hydrogène. Comment vous voyez justement l'évolution des énergies La mixité, en matière fait. de transport? La mixité va être très importante, tout simplement parce que aujourd'hui, si on voulait tous rouler avec le même biofuel, ça ne serait pas possible, tout simplement en termes de disponibilité et d'impact que cela peut avoir. Donc aujourd'hui, ça va être intéressant de penser en fait sur cette mixité énergétique. Donc il y a le biogaz qui peut être là. Donc, dans ce qui est mature aujourd'hui, hein, donc on a le biogaz, on peut avoir donc toutes les familles des biofuels et on a l'électrique, mais aujourd'hui plutôt sur de l'urbain et en tout cas de la courte distance, puisqu'on n'est pas encore technologiquement pas assez mature pour pouvoir faire de la longue distance. Mais c'est là où le multimodal, justement, peut répondre à ces besoins de plus longue distance. Donc du fluvial, parce qu'on a parlé du ferroviaire, mais également le fluvial, qui peut en pré- ou post-acheminement au départ, justement, de grands hubs portuaires, peut être aussi une solution intéressante. Et ensuite, on a plutôt à moyen et long terme d'autres solutions qui arrivent. Et donc, c'est là où on a toute cette partie de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il faut qu'il soit vert, bien sûr. Sinon, dans ce cas-là, il a un impact encore plus important en termes de carbone. Et après, sur cette partie plutôt transport maritime, on a tout ce qui va être les carburants de synthèse qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'être testés, par exemple, par le port de Singapour. Donc, il y a des solutions. Le dernier rapport du GIEC, d'ailleurs, en parle hein, et les mentionne comme étant justement des options sur lesquelles aller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra également accompagner aujourd'hui nos opérateurs et toutes les personnes qui managent le transport, car aujourd'hui, ils ne posent pas la question, quand ils passent un contrat d'achat-transport avec un commissionnaire ou avec un transporteur, quel carburant vous utilisez et ça vient de quelle origine. Donc il y a une réelle transformation en fait, de ces métiers-là pour les sensibiliser justement au panel de carburant et quelle est la mixité qu'ils doivent faire. Alors de plus en plus, ouais. De plus en plus, il y a quand même sur des appels d'offres qui sont lancés cette volonté en fait de pouvoir jouer sur la diversité et d'être en capacité en fait de, j'aime pas le mot parce que c'est d'imposer, comment dirais-je, aux transporteurs un certain nombre de monde, ou en tout cas rentrer dans une logique en fait de la collaboration pour leur montrer la preuve par l'exemple qu'en utilisant en fait tel ou tel type de carburant, on peut faire différemment et que le chargeur est en capacité de pouvoir payer un peu plus cher, puisqu'il y a un impact positif. Quand je dis ça commence, c'est pas quelque chose qui est... Tout à fait, c'est le rôle du chargeur et c'est ce qu'on a pu observer justement chez certains de nos clients. Les transporteurs vont leur demander d'avoir un engagement contractuel plus long pour justement garantir auprès des banques un certain nombre d'investissements et pour pouvoir... Donc on rentre vraiment dans cette collaboration transporteur-chargeur qui est une des clés hein, pour cette transition énergétique du monde du transport. Hervé ? Est-ce que l'efficacité de la supply chain ne devient pas un problème dans le sens où plus la logistique est efficace, plus on réduit la consommation locale ? Je comprends pas bien le sens de la question. En fait, la question du local, elle est défendable en termes de temps de transit. C'est pas parce qu'on sera plus efficace logistiquement, par exemple dans un entrepôt, que le temps de transit, si on fait venir de l'international, les produits, le temps de transit, on peut pas le réduire. Donc il y a les deux. Oui, il faut être très optimisé dans son schéma de distribution, son exécution de commande, mais rester local, c'est ça la clé de la durabilité sur l'empreinte carbone. Si la question c'est est-ce que Amazon tue des commerces dans les villes, et évidemment que le fait de juste avoir à cliquer sur un ordinateur pour avoir un produit et pas avoir à se déplacer affecte la disponibilité locale. Mais encore une fois, c'est vraiment une question analysée par type de produit. Je pense que chaque flux, chaque produit en fait a un chemin optimum ou une distribution optimum. Avoir des produits distribués dans tous les magasins en France et avec 20% de pertes à la fin, c'est pas forcément non plus un bon modèle. Donc tout ça se réfléchit par entreprise, par distribution, dans une logique de minimiser les gâchis. Et on en
revient à ce qu'on a mentionné au début, c'est qu'il est important de comprendre quel est l'impact du produit. Et est-ce que justement c'est sa production ou est-ce que c'est justement sa distribution et dans tous les cas, énormément de modèles montrent que d'être local est beaucoup plus vertueux, amène plus d'économie de fonctionnalité. Après, la vraie question à se poser, c'est quelle est la taille du local? Est-ce qu'on parle d'une région? Est-ce qu'on parle de la France? Est-ce qu'on parle d'une agglomération? Et la question est plutôt là, en fait. Clémence, non? Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Le local, c'est l'un des piliers du développement durable. Après, là, la question, c'était le développement durable dans la supply chain et pas forcément l'efficacité de la logistique. L'efficacité de la logistique a beaucoup d'avantages, comme on en a parlé, sur les impacts sociétaux, sur les impacts énergétiques et environnementaux, sur cette logistique du dernier kilomètre. Et en fait, tout ça, encore une fois, il faut dézoomer et il faut regarder de manière vraiment globale. C'est l'un des maillons qui, si il est optimisé, permet de décarboner sa supply chain dans sa globalité. Donc pour moi, ce n'est pas antinomique, mais bien sûr qu'il faut toujours penser local en premier lieu. Merci. Peut-être encore une question ou deux, Hervé? Comment convaincre les entreprises de basculer vers une économie circulaire si leur chiffre d'affaires se réduit avec concrètement moins de ventes, malgré plus de chiffre d'affaires en réemploi? Oui. C'est une question intéressante. Par exemple, pour des acteurs dans les télécoms, il y a pas mal quand on a des produits très chers qu'on essaye de faire durer. Il y a une économie qui s'est développée dans la réparation des équipements, le téléphone, les voitures aussi. Aujourd'hui, quand on parlait des biens loués plutôt que achetés, on pousse vers cette économie de maintenir. Ça incite les industriels à faire durer le produit, puisque plus il dure, plus il est rentable quand on le loue. Donc ça amène quand même, je pense, des nouveaux modèles qui basculent de vendre un produit à vendre du service. Alors je sais que historiquement on avait plein de réparateurs partout, et maintenant ils ont tous disparu. Moi je fais le vœu qu'ils reviennent un petit peu et qu'ils permettent de J'ai voulu faire réparer mon téléphone, ça me coûtait plus cher de le faire réparer que d'en acheter un neuf, clairement. Et alors, c'est très lié en fait au manque d'industrialisation des supply chains de réparation, parce que un back market aujourd'hui a quand même pas mal travaillé sur l'industrialisation. Alors pas de la réparation, c'est quand même beaucoup plus des tests de produits qui récupèrent. Mais en industrialisant un modèle de réparation, on est capable quand même d'arriver à un prix de revient intéressant. Est-ce que c'est la volonté des entreprises d'aller vers ça? Je pense que chaque dirigeant a besoin de se poser cette question. Et en tout cas, si c'est pas lui qui se la pose, ses enfants lui poseront. Hervé? Non, une dernière question. Les entreprises ont-elles le temps d'attendre le changement de mentalité des citoyens à l'heure de l'inflation et de la recherche du produit pas cher? C'est encore une question philosophique qui pourrait demander des heures et des heures. Je ne sais pas qui souhaite se lancer dans une réponse. Je peux donner un début de réponse, mais de manière très pragmatique. Les anglo-saxons disent « people, profit, planet ». En fait, quand on veut concilier performance écologique et performance économique, c'est possible qu'encore une fois, on pense global. Donc oui, on peut y aller si encore une fois, on pense global, qu'on adresse l'ensemble des maillons de la chaîne et qu'on ne va pas regarder vraiment sous le prisme d'une solution. L'équilibre économique, il est possible dès qu'on agrège en fait l'ensemble des maillons. Et tout à l'heure, il y a eu une question à laquelle on n'a pas répondu sur le qui paye, sur les nouveaux modes de transport. C'est une très bonne question parce qu'en fait, le transporteur va se dire « moi, je ne veux pas investir davantage ». Mais si le maillon d'avant accepte de payer une prestation plus chère ou que le client final accepte aussi de concevoir sa consommation différemment, finalement, le qui paye, il est réparti partout et il devient, alors pas neutre, mais en tout cas plus acceptable. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de résister toujours au prix quand on est au magasin, dans un magasin et le prix influence. Et suivant effectivement les budgets des personnes, la réponse n'est pas forcément la même. Oui. Ça fait des années qu'on travaille sur ces optimisations. C'est ce qui nous a amené pendant des années, les 25 ans que j'ai dans le conseil, nous a amené à développer les systèmes pour aller chercher des produits en pays low cost, qui était quand même ça a été quand même une grosse tendance. J'ai bon espoir qu'on retravaille justement sur des supply chains
plus intelligente, où on ne pourra pas s'affranchir d'aller continuer à aller chercher certains produits à faible valeur dans des pays où malheureusement ils ont, ces dernières années, beaucoup investi dans l'industrialisation qu'on a perdue. Mais je pense qu'il reste encore pas mal de marge de manœuvre entre le prix qu'on leur achète et le prix qu'on revend le produit assemblé pour créer de la valeur ici. Ouais. Enfin, la géopolitique est peut-être aussi en train de nous inciter à revoir certains principes comme ça, de produits à bas coût. Et la taxe carbone est pour moi il n'y a pas 36 000 solutions au final. De savoir que le produit a été fabriqué dans des produits avec une consommation énergétique ou un mix énergétique qui est différent d'une autre, peut nous redonner de la compétitivité. Très bien, mais écoutez, un grand merci pour cet échange vraiment très, très qualitatif, hein, j'ai trouvé vraiment très... Et puis très complémentaire parce que vous avez apporté un regard différent en fonction de vos entreprises, que ce soit le conseil, l'informatique, l'immobilier, l'intelligence artificielle. Merci à vous également de l'avoir suivi. Vous étiez très nombreux encore aujourd'hui à suivre cette webconférence. Et bien, nous vous donnons rendez-vous à une toute prochaine table ronde, alors qui aura justement pour thème, comme je le disais tout à l'heure, les entrepôts à étages, un sujet aussi qui s'inscrit un petit peu dans le prolongement de la conférence que nous avons eue aujourd'hui. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci.